Le diable propose sa marchandise sous bien des formes, mais cette nuit-là, à Jericho Springs, il prit les traits d'une orpheline aux yeux couleur de ciel d'hiver mort. Silas Blackwood n'était pas un homme porté sur la superstition. C'était un éleveur avec 30 têtes de bétail famélique, une âme usée jusqu'à la corde par la solitude et un unique dollar en argent qui lui permit d'acheter la fille que le patron du saloon jurait être propriété non réclamée. Quand il la conduisit à sa cabane glaciale, elle ne se débattit pas. Il ne comprit pas que le choix n'avait jamais été de posséder son corps. Il s'agissait de savoir si sa propre âme pourrait survivre à l'écho de la sienne se brisant, une dette qui arriverait à échéance à l'aube lorsqu'il se réveillerait en hurlant son nom, sans pouvoir s'arrêter. Le vent des hautes plaines était un sculpteur d'os. Il avait taillé les canyons, dénudé les arbres, et depuis 3 longues années, il burinait l'âme de Silas Blackwood. La terre elle-même était en train de renoncer. Ces 30 bêtes n'étaient plus que des squelettes ambulants, la peau tendue sur des côtes saillantes, leur beuglement, une plainte sèche et rauque contre un ciel de cuivre impitoyable. Le lit du ruisseau, autrefois ruban de vie, n'était plus qu'une cicatrice de boue craquelée et de pierres blanchies. Chaque repère était une pierre tombale. Le plus grand, 2 simples croix de bois sur la colline, marquaient l'endroit où son monde avait pris fin. Sarah, le petit John. Il ne prononçait jamais leur nom. Ce n'était pas la peine. Le silence de sa cabane les hurlait assez fort. Il travaillait du matin au soir, véritable statue de stoïcisme en mouvement. Il réparait des clôtures qui ne retenaient l'eau plus rien. Il défrichait une terre qui n'offrirait rien de nouveau. Ses mains, calleuses et dures comme du bois pétrifié, bougeaient avec l'économie sinistre d'un homme qui avait déclaré une guerre personnelle à l'immobilité. C'était le seul moyen d'empêcher le silence de prendre racine en lui. Mais chaque soir, en entrant dans sa cabane d'une seule pièce, le silence gagnait la partie. Il s'accrochait au fer froid du poêle, à la courte pointe intacte sur la 2e couchette, aux petites lettres S+S presque effacées qu'il avait gravées dans le mur à côté de son lit. Ce soir-là, son pouce traça la forme de l'initiale de sa femme, un fantôme effleurant un autre fantôme. C'est à cet instant qu'il se décida. Il ne pouvait affronter le silence une nuit de plus. Jericho Springs était moins une ville qu'un ramassis de péchés que la boue et le désespoir maintenaient ensemble. Silas n'y cherchait pas le plaisir. Cette capacité avait été consumée en lui, mais simplement du bruit. Le martèlement d'un forgeron, les notes aigres d'un piano de saloon, les cris avinés d'hommes qui avaient encore quelque chose à crier. Il attacha son cheval et poussa les portes battantes du saloon, la poule rieuse, son dernier dollar d'argent pesant dans sa poche comme une pierre tombale. L'air était épais, chargé d'une odeur de whisky bon marché, de sueur et de regret. Silas s'assit au fond du bar, laissant le chaos l'envahir. Ça n'aidait pas. Le bruit n'était qu'une autre forme de vide. C'est alors que le propriétaire, un homme à la face de furet nommé Barlow, se glissa à ses côtés. « Dure saison, Blackwood !» grogna-t-il en essuyant le comptoir avec un chiffon qui ne faisait que déplacer la crasse. Silas se contenta de hocher la tête, le regard perdu dans le liquide ambré de son verre. « Un silence comme le tien. Ça peut dévorer un homme, » continua Barlow, la voix baissée en un murmure insidieux. « J'ai quelque chose pour ça. Fraîchement descendue de la diligence, une orpheline, silencieuse, personne ne l'a réclamée. » Il désigna d'un coup de menton le fond de la salle. Et Silas la vit. Elle était assise sur une caisse, petite et immobile comme un faon se cachant du loup. Sa robe était simple, couleur toile de jute, et ses cheveux noirs tombaient en un rideau emmêlé autour de son visage. Elle ne regardait rien, mais son immobilité était un cri dans la pièce tumultueuse. Ce furent ses yeux qui le captivèrent. Quand elle leva enfin la tête, il vit qu'ils avaient la couleur d'un ciel d'hiver mort, porteur d'un vide qui faisait paraître sa propre solitude dérisoire. À cet instant, une pensée désespérée et irrationnelle prit racine dans l'esprit de Silas. Peut-être qu'un vide pouvait en combler un autre. Il fit claquer son dernier dollar sur le comptoir. Le son fut sec, définitif. « Elle n'est pas à vendre, » dit Silas, la voix rouillée. « Je paie sa dette, elle est libre. » Barlow éclata de rire, un son gras et déplaisant. « Appelle ça comme tu veux, l'éleveur. C'est une propriété non réclamée. Tu paies le dollar, tu la réclames. » Le retour au ranch fut long, la fille marchant derrière le cheval tel un spectre. Il ne lui avait pas demandé son nom. Elle ne l'avait pas offert. Arrivé à la cabane, il alluma la lampe, la lumière vacillante projetant de longues ombres dansantes. Il désigna la 2e couchette, celle qui était vide depuis des années. « Tu peux dormir là. » Elle ne bougea pas. Pendant une longue, une angoissante minute, le seul son fut le hurlement du vent au dehors.
Elle regarda le lit de corde, puis son regard se posa sur la gravure S+S sur le mur. Enfin, elle le regarda droit dans les yeux. Et dans leur profondeur, il vit une compréhension profonde et terrifiante. Elle fit un pas vers lui, s'arrêtant juste devant. Sa voix, quand elle parla, était un murmure sec, le son de feuilles mortes crissant sur une tombe. « Je suis votre propriété, maintenant. » Ce n'était pas une question, c'était un verdict. Dans sa voix, Silas n'entendit pas la soumission, mais le craquement final et fragile d'une âme qui abandonne. Et à cet instant, la digue de son propre chagrin, contenue depuis des années par un travail acharné et un silence stoïque, céda enfin. Il la saisit, un geste simple et brutal pour combler le vide de sa vie, une tentative désespérée de prouver que quelque chose dans son monde était encore vivant. Il prit ce qu'il pensait être sien, scellant un pacte qu'il ne pouvait comprendre et déclenchant une fatalité qui l'attendait depuis le début. Silas se réveilla dans un froid plus profond que celui de l'air de l'aube. La libération brutale de la nuit précédente n'avait apporté ni chaleur ni soulagement, seulement un écho creux. Et Lara était déjà debout, petite silhouette immobile contre la lumière grise de la fenêtre. Elle se déplaçait dans sa petite cabane avec la grâce immatérielle d'un fantôme, sa présence un point d'interrogation silencieux et constant. Il s'était attendu à quelque chose, des larmes, de la colère, de la peur. Il ne reçut rien. Son silence était un miroir, ne reflétant que la laideur de son propre acte désespéré. Les jours se fondirent en une semaine de ce silence suffocant. Silas se jeta dans son travail avec une fureur renouvelée, comme un homme essayant d'échapper à un fantôme sur ses propres terres. Il exhibait sa compétence comme un bouclier. Il réparait la clôture pourrie de l'enclos avec une précision méticuleuse, ses coups de marteau résonnant en un rythme de contrôle féroce. Il transportait des seaux d'eau du puits profond, ses muscles tendus, un paiement tangible contre la dette intangible qu'il ressentait. Il réussit même à trouver une petite parcelle d'herbe loin au nord, y déplaçant le reste de son bétail mourant avec la détermination sombre d'un général refusant d'admettre une guerre perdue. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il rentrait à la cabane épuisé et couvert de poussière pour trouver un bol de maigre ragoût posé sur la table. Elle ne mangeait pas avec lui. En fait, il ne la voyait jamais manger. Elle restait simplement assise sur sa couchette, raccommodant une déchirure de sa robe terne avec de minuscules points parfaits, ses yeux de ciel d'hiver fixant quelque chose bien au-delà des murs de la cabane. Le silence commença à effilocher sa raison. Les nuits étaient là le pire. Il était tourmenté par des cauchemars, des visions fragmentées de feu et de sang et le son glaçant de murmures dans une langue qu'il ne connaissait pas mais qu'il comprenait jusqu'à la moelle. C'était une langue de pur chagrin. Il se réveillait en sueur froide, les murmures semblant persister dans les coins de la pièce. Il se mit à lui parler, sa voix rude et forte dans le calme oppressant, une tentative désespérée de prouver que cet endroit était toujours chez lui. « Comment tu t'appelles » exigea-t-il un soir. Elle se contenta de croiser son regard et de continuer à coudre. « D'où viens-tu » ?»« Rien. » Les questions devinrent des supplications. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Chaque fois, elle le regardait simplement, son silence un mur absolu et infranchissable. Il avait pensé acheter une compagne pour combler le vide. Au lieu de cela, il avait acheté un abîme et ses profondeurs commençaient à le regarder en retour. Ce fut le 8e jour que le monde bascula. Il cherchait un veau égaré près du lit asséché du ruisseau quand il l'entendit, un son si étranger dans son monde de silence qu'il lui arrêta le cœur. Une mélodie grave, obsédante, ancienne et triste. Il suivit le son et trouva Elara, agenouillée au bord de l'eau. Elle avait construit une petite spirale complexe de pierres grises et lisses. Au centre, une plume de corbeau se tenait droite, tremblant dans le vent. Elle fredonnait la mélodie, les yeux fermés, prêtresse devant un autel oublié. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Silas claqua sèchement dans l'air. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son fredonnement cessa. Elle ouvrit les yeux. Pour la première fois, il n'était pas vide. Il portait le poids d'un siècle. « La terre a soif, » dit-elle, sa voix claire et froide. Elle se souvient du prix qui a été payé. Elle exige que la dette soit honorée. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent remonta le long de l'échine de Silas. Une dette ? Quelle dette ? Elle se leva lentement, son regard le quittant pour se fixer sur un peuplier noueux qui se dressait seul sur la rive opposée, ses branches comme des doigts squelettiques contre le ciel. « Demande à l'homme qui a planté cet arbre, » dit-elle, sa voix une sombre prophétie. « Ce qu'il a payé pour cette terre. Il ne voulait pas y aller. Chaque instinct lui hurlait de fuir, de partir au galop et de ne jamais se retourner. Mais il était piégé par une question à laquelle il devait maintenant répondre.
Il traversa le lit du ruisseau, la terre sèche craquant sous ses bottes. La base du vieux peuplier était épaisse de racines noueuses, comme des griffes agrippant le sol. Désarçonné, mais poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il commença à creuser à main nue, arrachant la terre sèche et compacte. À quelques centimètres de profondeur, ses doigts effleurèrent quelque chose de souple. Du cuir. Il le sortit. C'était une vieille bourse pourrie, du genre de celle que son père portait. Les mains tremblantes, il défit le cordon. Ce n'était pas de l'or. À l'intérieur se trouvait une poignée de pièces d'argent ternies, chacune identique à l'unique et maudit dollar qu'il avait fait claquer sur le comptoir du saloon. Et en dessous, autre chose. Un unique mocassin d'enfant, magnifiquement perlé mais raidi par une vieille tache sombre. Le monde devint silencieux. Le vent, les insectes, le cri lointain d'un faucon, tout disparut. Il ne restait que le poids de la bourse dans sa main et la terrible compréhension qui naissait dans son cœur. Ce n'était pas seulement son passé à elle, c'était le sien. Et sa propre transaction désespérée n'était pas un début, mais l'écho final et accablant d'un péché originel. La maladie emporta le reste de son bétail en moins d'une semaine. Ils ne moururent ni de soif ni de faim, mais d'un mal étrange qui laissait dans leurs yeux une terreur que Silas commençait à reconnaître. Il devint prisonnier dans sa propre maison. Une fièvre s'empara de lui et les cauchemars ne se limitèrent plus à la nuit. Il les voyait maintenant dans la brume de chaleur du jour, des formes vacillantes de gens se déplaçant à la lisière de sa vision, leur visage émacié par un chagrin si profond qu'il le ressentait comme un coup physique. Et Lara n'était plus sa propriété. Elle était sa gardienne. Elle lui apportait de l'eau quand la fièvre était la plus forte et laissait du pain près de son lit, son visage un masque impénétrable de froid devoir. Il était terrifié par elle. La vue de sa silhouette immobile, son jugement silencieux, était un tourment pire que toute menace physique. Pourtant, il dépendait entièrement d'elle. Un après-midi, dans un moment de clarté délirante, il décida de fuir. Il tituba jusqu'à l'enclos, ses jambes flageolantes. Son cheval, son dernier lien avec le monde extérieur, gisait sur le flanc, une patte arrière pliée à un angle écœurant et contre nature. L'os saillant de la peau était une ponctuation blanche écrue sur son échec. Il retourna à la cabane, vaincu. Il rassembla ses dernières forces et lui hurla « Dehors! Quitte cet endroit !» Il se tint sur le seuil pour la jeter dehors pour reprendre sa maison. Elle se tenait simplement devant lui, un objet inamovible, ses yeux de ciel d'hiver fixés dans les siens. C'est lui qui recula, un roi détrôné dans son propre château en ruine, complètement dépouillé de son pouvoir et de son autonomie. Il était maintenant la propriété, et la maison était sa cellule. Dans son délire, trébuchant à travers la petite cabane, sa main tomba sur le lourd couvercle poussiéreux du vieux coffre de marine de son père, celui qui lui avait toujours été, en toutes circonstances, interdit d'ouvrir. La lueur d'une dernière et terrible réponse brillait dans sa serrure de fer sombre. Avec ses dernières de force, Silas se jeta sur le coffre de marine de son père, la seule chose dans la cabane qui recelait plus de secrets que la fille. La serrure était vieille et rouillée. Il la fracassa avec la crosse de son pistolet, le craquement sec du fer une violation satisfaisante de l'ordre de son père. Le couvercle s'ouvrit en grinçant, libérant une odeur de poussière, de cuir séché et une légère douceur écœurante comme des fleurs pressées. À l'intérieur, niché parmi des cartes d'arpentage et des titres de propriété, se trouvait un épais journal relié en cuir, le journal de son père. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture d'Abner Blackwood était une griffure dure et impitoyable, les mots marchant sur la page comme des soldats. Il y parlait de sécheresse, de bétail, de la construction d'un héritage à partir de cette poussière ingrate. Les yeux brillants de fièvre de Silas parcouraient dans les pages, à la recherche d'une vérité qu'il sentait déjà dans ses os. Et puis, il la trouva. Une entrée datée de 30 ans plus tôt. Abner parlait d'une tribu, des murmures d'un nom oublié, qui refusait de céder la terre près du ruisseau. Il les décrivait comme des obstacles, des nuisibles. Une dure nécessité, disait l'entrée. Pour que cette famille vive, ils ne le peuvent pas. Silas continua de lire, le souffle coupé, tandis que son père détaillait le massacre rapide et brutal sous la lumière d'une pleine lune, le paiement de 30 pièces d'argent à ses hommes de main, la réduction au silence d'un peuple. Son estomac se noua. La bourse qu'il avait trouvée aux racines du peuplier en était la preuve, l'argent du sang qui avait acheté cette terre. Il faillit refermer le livre, incapable d'en supporter plus. Mais son regard tomba sur la dernière et horrible entrée de la page. Et ramenait quelque chose, un butin, la petite fille de la voyante. Quelque chose chez elle est.
troublant. Ses yeux. Couleur de ciel d'hiver mort. Les laisser aux nonnes de Jericho Springs, une vie pour une vie, la terre est payée. Le journal glissa des doigts engourdis de Silas. L'air dans la cabane devint épais, irrespirable. Ce n'était pas une malédiction venue de l'extérieur. C'était un poison qui coulait dans ses veines depuis sa naissance. Sa terre, sa maison, son nom, tout cela était bâti sur des fondations de massacre et sur une enfant volée. Son propre acte désespéré dans le saloon, l'unique dollar d'argent, n'était pas un nouveau péché. C'était un écho générationnel, le fantôme du crime de son père se rejouant à travers lui. L'aveuglement dans lequel il avait vécu toute sa vie, la conviction d'être un homme bon subissant un malheur aléatoire, fut brisée. Il voyait maintenant la terrible et complexe architecture de sa propre damnation. Le paiement final pour ce pacte inviolable n'était pas seulement sa raison, c'était son âme. Il se releva, la fièvre disparut, remplacée par une clarté aussi froide et vaste qu'une prairie en hiver. Il entra dans la pièce principale. Et Lara se tenait près de l'âtre, le dos tourné, fixant les braises mourantes. Il tenait le journal ouvert dans sa main comme un verdict. « C'est ça ?» Sa voix était un croassement rauque. « C'est ça, la dette ?» Il s'attendait à ce qu'elle se retourne, qu'elle montre de la fureur, qu'elle lève peut-être même une arme qu'il n'avait pas vue. Il s'attendait à un règlement de compte sanglant. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle rage. « Le péché doit avoir un témoin, » dit-elle, sa voix douce mais portant le poids des âges. « La dette ne se paie pas par le sang. Le sang est trop rapide, elle se paie avec l'âme. » Elle se tourna alors, et ses yeux de ciel d'hiver mort, ne contenaient aucune haine. Ils contenaient quelque chose de bien pire, un chagrin profond et éternel. Ma mère a vu cela, la nuit de sa mort. Elle a vu une maison bâtie sur nos os, et elle a prophétisé qu'elle ne devrait plus jamais rester vide. Son silence doit être rempli par l'écho du crime. Le véritable prix du marché s'abattit sur lui, un linceul d'horreur absolue et parfaite. Il ne s'agissait pas de sa mort. Sa mort serait une miséricorde. Il s'agissait de sa vie. Il devait devenir le monument vivant du crime de sa famille, le fantôme qui entrait sa propre terre pour toujours. Son héritage. Pas le ranch, pas un fils, mais ceci, une éternité de chagrin hurlant pour remplir le silence que son père avait créé. Telle était la justice que la terre exigeait. C'était son instant de révélation. La compréhension finale est terrible. Je pensais qu'une âme était quelque chose que l'on pouvait acheter pour remplir une maison vide, mais je sais maintenant qu'une âme est une dette qui, une fois brisée, ne peut jamais être remboursée. Lentement, délibérément, il passa devant elle. Il ne la toucha pas. Il entra dans sa petite chambre froide et ferma la porte. Il était chez lui. Et Lara resta près du feu jusqu'à ce que la dernière braise meure. Elle sortit de la cabane dans le froid de l'aube, refermant doucement la porte derrière elle. Le ciel à l'est était d'un violet pâle et meurtri. Elle s'assit sur la marche supérieure du porche, sentinelle silencieuse enveloppée dans l'air frais, son devoir enfin accompli. Alors que les premiers rayons rouge sang du soleil perçaient l'horizon désolé, un son commença à s'élever de la cabane. C'était la voix d'un homme, rauque et déchiré par l'incrédulité, appelant un nom. Puis, elle se brisa en un cri de pure agonie, un cri qui résonna à travers les plaines, remplissant le silence vaste et terrible, un cri qui ne s'arrêterait pas.